Le tremblement de terre de San Francisco, près de 300 morts, c'est l'effondrement d'une autoroute qui a fait le plus de victimes. Erich Honecker n'est plus le numéro 1 dans l'Allemagne de l'Est. Il a été remplacé. La pression de la rue a eu raison de l'homme fort du régime. Enfants drogués, enfants trafiquants, les ravages de la coca n'épargnent personne en Bolivie. Dans ce journal et dans Résistance, reportage. Coupe d'Europe au Serbe à Rovaniemi, 5-0. Sochaux arrache le match nul en Italie. À la Fiorentina, PSG joue en ce moment même contre la Juventus. Bonsoir. Les habitants de Californie redoutent en permanence Big One. Big One, c'est le nom qu'ils ont donné à un tremblement de terre éventuel, un tremblement de terre géant qui pourrait dévaster en un instant toute cette région des États-Unis. Eh bien, hier soir, à San Francisco, ce n'était pas Big One, mais c'est tout de même un séisme terrible qui a secoué une ville et ses environs. Le plus fort séisme depuis la catastrophe et l'incendie de 1906. Dernier bilan, 272 morts. Et ce n'est sans doute qu'un bilan provisoire. Certains parlent même de 600 morts. Le président George Bush a déclaré cette région zone de désastre majeur afin que toute assistance lui soit portée le plus vite possible. Avant de voir comment vit San Francisco au lendemain du drame, eh bien d'abord le récit du tremblement de terre, Hervé Brusini. Cela a duré 18 secondes. 18 secondes où tout a bougé autour du cinéaste amateur qui tentait de filmer ce pont. Là-bas, le poids lourd blanc va se mettre en travers de la route. Une route qui par endroits n'existe même plus. Le conducteur de cette voiture le réalisera, mais trop tard. Nous sommes sur la voie qui relie San Francisco à Oakland, la 880, et ses deux chaussées superposées. C'est ici que le tremblement de terre a fait la plupart de ses victimes. Vers Oakland, les deux niveaux se sont refermés sur les automobilistes. Un véritable étau de béton. Plusieurs centaines de tonnes sur 1,5 km. 50 cm à peine séparent les deux dalles. Il y a un grand nombre de corps là-haut. C'est la panique. Les gens sont écrasés dans leur voiture. On n'arrivera à rien, dit ce monsieur, si on n'a pas du matériel lourd. Comment les secourir en effet? On ne sait même pas combien ils sont, prisonniers de cet amas de ciment et de ferraille. Un enfant a dû être amputé. Le jeune Tim, lui, voulait qu'on lui coupe les deux jambes pour sortir de là. Par bonheur, ce ne fut pas nécessaire. Cela durait 18 secondes pendant lesquelles le grand stadium a résisté. 60 000 personnes assistaient au match opposant Oakland à San Francisco. La foule est sortie indemne. Pendant 18 secondes, dans la file de San Francisco, les conduites de gaz ont explosé. Les vieux immeubles se sont écroulés, surtout dans le quartier du port. Une trentaine de secousses ont scandé le travail de ces sauveteurs. Les gens sont terrorisés, en état de choc, déclare ce pompier. Ils ne pouvaient pas imaginer une chose pareille. Mais ici, les victimes ont été peu nombreuses. La solidarité fut totale. Personne n'a cédé à la panique. Mais devant ces incendies, chacun avait en mémoire une date, 1906, l'autre séisme, 8,3 sur l'échelle de Richter, et surtout un monstrueux incendie, 27 000 habitations détruites. Officiellement 700 morts, en réalité peut-être 2500. Aujourd'hui, ce que vient de vivre San Francisco ne semble avoir rien de comparable. L'intensité du tremblement de terre a pourtant été la même qu'en Arménie. Les constructions modernes ont bien résisté. Mais les spécialistes ont eu la cruelle confirmation de ce qu'ils redoutaient. Les voies de communication, les routes, c'est là qu'était le point faible. Alors au lendemain du tremblement de terre, la vie est évidemment bien difficile à San Francisco et dans ses environs, d'autant qu'il pourrait y avoir d'autres secousses. En général, les séismes provoquent plusieurs ondes successives. Les suivantes sont parfois encore plus meurtrières que les premières, car toutes les maisons sont fragilisées par la première secousse. Nous sommes en liaison au téléphone avec notre envoyé spécial à San Francisco, Véronique Tavo. Véronique, quelle heure est-il à San Francisco là juste maintenant ? Bah écoutez Hervé, il est exactement midi 5 minutes. Alors vous avez vécu cette soirée terrible, vous avez vécu le réveil des habitants de San Francisco. Quelle est l'ambiance maintenant? Bah écoutez, l'ambiance ça n'est pas la panique, c'est une constatation terrible de ce qui s'est passé. Des gens en larmes devant leurs maisons qui sont effondrées,
des gens qui regardent leurs voitures, qui sont complètement compressés sous des tonnes et des tonnes de gravats, des gens qui ont tout perdu, des gens qui errent dans les rues, qui ne savent pas où aller, des gens qui sont qui cherchent des amis, qui ne savent pas où ils sont. Il y a des listes de noms qui circulent dans des centres d'hébergement mis en place par la Croix-Rouge et les gens viennent vérifier sur ces listes s'ils retrouvent le nom de quelqu'un qu'ils connaissent et si ils peuvent le retrouver comme ça. C'est véritablement terrible ce qui se passe ici. Vous avez circulé, Véronique, dans tous les quartiers de San Francisco. Est-ce qu'ils sont abîmés de la même manière partout? Non, tous les quartiers ne sont pas abîmés de la même manière. Le centre de la ville, le downtown, n'a été que très peu affecté en fait par le séisme. Le quartier qui a été le plus touché, c'est la Marina. Là, c'est véritablement une catastrophe. Les dommages se chiffrent en centaines de millions de dollars. Toute une zone pavillonnaire n'existe plus. C'est là d'ailleurs que les feux ont pris, les feux les plus spectaculaires, et que les fuites de gaz ont également eu lieu. Et dans cette zone-là, donc, il y a eu environ, à peu près, on estime à une vingtaine de morts en raison d'un incendie. Est-ce que ce matin, les habitants de San Francisco ont recommencé à travailler? Alors, il y a eu des appels toute la nuit à la radio locale pour demander donc aux habitants de San Francisco de ne pas venir travailler ce matin. Mais ce sont des appels qui n'ont malheureusement pas été entendus, ce qui fait que là, aujourd'hui, maintenant, le centre de San Francisco est totalement bloqué, paralysé par la circulation. On ne peut plus du tout circuler. Les taxis ont arrêté de travailler parce que ça devient totalement impossible. Et donc, on a l'impression d'un étouffement quand on est à l'intérieur de la ville en ce moment, et c'est particulièrement insupportable. Dernière question, Véronique. On parle d'autres secousses. Est-ce qu'il y a ce sentiment de panique? Pardon? On parle d'une éventuelle autre secousse. Est-ce que les habitants en sont conscients? Est-ce qu'ils sont paniqués à cette idée? Ah, je pense. On parle effectivement, on craint, on redoute très très violemment ici une seconde secousse. Et les habitants de San Francisco, évidemment, la craignent d'une manière tout à fait importante. Et si cette secousse intervenait maintenant, ce serait terrible, parce que là, la panique s'emparerait à ce moment-là de toute la population, et là, je ne sais pas ce qui se passerait. Merci Véronique de votre témoignage. Nous vous retrouverons dans d'autres éditions, bien sûr, dans nos autres éditions du journal. Alors, je vous le disais en commençant, Véronique l'a dit, les habitants de Californie redoutent toujours un grand tremblement de terre. Depuis longtemps, on sait que cette région est ou sera forcément victime de séismes. Pourquoi là et pas ailleurs? Explication de Patrick Esther. Dans cette région du monde, la plaque pacifique affronte la plaque nord-américaine, provoquant des failles comme celle de San Andreas. En fait, la plaque pacifique glisse lentement vers le nord, tandis que la plaque nord-américaine descend vers le sud. Véritable blessure de l'écorce terrestre, cette faille pratiquement rectiligne est l'une des plus longues que nous connaissons. Elle descend jusqu'au Mexique. C'est sur cette ligne que le séisme s'est produit la nuit dernière. Son épicentre est situé à Santa Cruz, à 100 km au sud de San Francisco. Une région à haut risque surveillée en permanence. Pour les spécialistes, il est probable que la secousse de la nuit dernière sera suivie d'autres séismes, même s'il reste difficile d'en prévoir l'importance. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour les événements qui se sont passés à San Francisco. Nous allons essayer de voir un petit peu plus clair maintenant à partir des explications de Patrick Esther, en demandant des explications justement à Claude Allègre, qui est le président de l'Institut de physique du Globe. En principe, il est en duplex avec nous à l'Institut de physique du Globe justement. Bonsoir Monsieur Allègre. Alors Patrick Esther le disait à l'instant, est-ce qu'effectivement on peut attendre véritablement d'autres secousses comme ça? Il est probable qu'il y aura effectivement une deuxième secousse, moins forte que la première, qui arrivera entre 12 et 36 heures après celle-ci. Elle sera plus forte ou moins forte? Moins forte, en principe. Ça, c'est sûr. Oui, à peu près sûrement. Ouais. Et donc, ça, c'est une réplique, ce qu'on appelle une réplique. Donc, le danger de cette deuxième secousse, c'est qu'il se peut que des maisons aient été fendillées par la première et que la deuxième les achève, par exemple. Par conséquent, il est souhaitable que les gens qui habitent des vieilles maisons ou des maisons qui sont affectées sortent de ces maisons et ne restent pas pendant cette période. Je crois que vous avez l'enregistrement de la première secousse, celle qui a été la plus grave pour l'instant. Absolument, on a enregistré à l'Institut de physique du Globe, là,
la première secousse, le premier tremblement de terre. En effet, il traverse les ondes qui sont émises, traversent le globe et arrivent jusque dans toutes les régions du globe, notamment en France, où nous l'avons étudié. Alors ce tremblement de terre, on peut le localiser. Il est effectivement au sud de San Francisco, mais vous voyez sur cette carte ici de la Californie, où San Francisco est ici, Los Angeles se trouve ici, toutes les parties marron qui sont marquées sur cette carte sont des tremblements de terre qui ont eu lieu depuis 1800 en Californie. Donc vous voyez que c'est une région qui est très habituée aux tremblements de terre. Celui-ci n'est pas d'une force particulière, d'une puissance particulière, mais il a fait des dégâts considérables, en effet, sur la région du pont, sur la région de l'autoroute, et puis sur toute une zone où les constructions étaient plus légères. Monsieur Alex, ça veut dire qu'éventuellement, il pourrait y avoir dans 10 jours, dans un mois, un autre tremblement de terre encore plus important? Eh bien, une des choses qui est à craindre, vous voyez que la faille de Sant Andreas dans cette région se coupe en deux parties. Et d'ailleurs, c'est une des causes de la baie de San Francisco, de l'existence de la baie. Le tremblement de terre a eu lieu sur cette branche et mes collègues américains craignent que le déclenchement qui s'est produit sur cette zone fasse bouger la deuxième branche de la faille de Sant Andreas et provoque quelque chose qui serait alors nettement plus catastrophique. Mais ceci, c'est une conjecture et c'est pas du tout certain. Apparemment, les Américains n'avaient pas prévu ce tremblement de terre-ci. Pourtant, ils ont des moyens assez perfectionnés. Alors, ça veut dire qu'on n'est toujours pas capable de prévoir du tout les tremblements de terre? Non, on n'est pas capable on est capable de prévoir les tremblements de terre, la zone dans laquelle ils se produisent, mais pas l'heure exacte où ils peuvent se produire. De toute manière, dans la région de San Francisco, il faut bien comprendre que les intérêts économiques de cette zone sont tels qu'il n'est pas question, sauf si on pouvait prévoir à la minute ou à l'heure près, on ne peut pas, par exemple, pendant une semaine, évacuer la région de San Francisco si on a prévu un tremblement de terre. Bien sûr. C'est impensable. Ça veut dire qu'on peut le prévoir qu'à très très court terme. Oui, mais les Californiens vivent avec, comme les Japonais, comme les habitants des Philippines, avec la menace des tremblements de terre en permanence. Vous savez, moi j'ai vécu souvent dans cette région et on a un tremblement de terre par mois. Il n'est pas fort en général, mais il est assez fréquent. Malheureusement, il y a deux zones très dangereuses dans la faille de Sant Andreas, et comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a une zone autour de San Francisco, il y a une zone autour de Los Angeles. Voilà, merci Claude Allègre, on ne va pas revenir sur tout ça parce qu'on pourrait détailler encore plus. Merci beaucoup de toutes ces explications techniques en tout cas. Merci bien. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce soir sur ce tremblement de terre qui a eu lieu à San Francisco hier soir. Deuxième grand titre de l'actualité, l'Allemagne de l'Est. Erich Honecker n'est plus le maître de l'Allemagne de l'Est. Il a été remplacé cet après-midi par le comité central du Parti communiste. Depuis quelques jours, la pression de la rue, les manifestations étaient telles que l'on sentait venir des changements politiques importants. Eh bien, ils sont radicaux puisqu'Erich Honecker quitte toutes ses fonctions, ainsi d'ailleurs que deux autres dirigeants du parti, le responsable des médias et celui de l'économie. Monsieur Honecker est remplacé par Egon Krenz, un homme jeune, 52 ans, mais que l'on tient aussi pour un dur. Philippe Rochaud, explication. Félicité par une journaliste de la télévision est-allemande, voici le nouveau numéro 1 du régime de Berlin-Est, Egon Krenz, dont la seule différence avec Erich Honecker apparaît être l'âge, 52 ans. C'est que Egon Krenz a grandi dans l'ombre de l'homme qui quitte aujourd'hui le pouvoir à 77 ans, Erich Honecker. Il en était le dauphin et surtout le chef de la sécurité intérieure. Il a milité comme lui dans les jeunesses communistes, mais à l'heure où la rue réclame des réformes, il apparaît comme l'un des éléments les plus durs du parti. C'est lui, lors de son voyage en Chine, le 1er octobre dernier, qui avait approuvé la répression de la place Tiananmen. Ce défilé, qui a marqué il y a 10 jours le 40e anniversaire de la naissance de l'Allemagne de l'Est, annonçait donc la fin politique d'un Erich Honecker déjà malade et débordé par l'effet Gorbatchev, alors qu'il a tout fait pour empêcher la glasnost, la transparence, de passer les frontières de la RDA. Débordé par des manifestations qui ont pris chaque semaine de plus en plus d'ampleur, 120 000 personnes à Leipzig lundi dernier, l'homme qui restera dans l'histoire comme l'artisan de la construction du mur de Berlin était acculé à la démission.
Pour les dirigeants ouest-allemands, son départ est un signe d'espoir. Le chancelier Kohl espère enfin des réformes de l'autre côté du mur et souhaite une évolution semblable à celle de la Pologne ou de la Hongrie. Il risque d'être déçu. Le nouvel homme fort de Berlin-Est est un homme à poigne. Dans les milieux de l'opposition en Allemagne de l'Est, on se méfie des Krenz et l'on se demande s'il pourra mettre sur les rails un véritable processus de réforme. Oui, tout à l'heure, François Mitterrand a évoqué à l'Élysée l'évolution en Allemagne de l'Est. Il s'est réjoui des changements qui vont sans doute résulter du départ de M. Honecker. Et le président Mitterrand a évoqué l'éventualité d'une réunification des deux Allemagnes. Écoutez. Un changement d'homme est généralement le signe que l'on commence à bouger sur le fond. Quel est le degré de réflexion des responsables de l'Allemagne de l'Est? Je ne peux pas savoir. C'est dans la logique même de l'histoire que d'imaginer que le peuple allemand ne sera pas éternellement séparé de cette façon. Et quand je dis éternellement, c'est pas pour renvoyer à l'infini cette éventualité que je ne peux situer dans le temps et qui de toute manière s'inscrit dans les préoccupations contemporaine des responsables de la politique internationale et spécialement de la politique européenne. Alors voilà pour le commentaire du président Mitterrand. La question qu'on se pose, Georges Bortoli maintenant, c'est est-ce que Mikhaïl Gorbatchev, et qu'est-ce qu'il en pense à Moscou? Est-ce qu'il est content du départ d'Erich Honecker? En tout cas, quand la Hongrie, ces dernières semaines, a laissé sortir des dizaines de milliers d'Est-Allemands, on n'a pas entendu beaucoup de protestations dans la bouche de M. Gorbatchev, ni venant de Moscou en général. Et au contraire, quand M. Gorbatchev est venu à Berlin le 6 octobre, il a prononcé quelques phrases suffisamment ambiguës pour amplifier les manifestations en Allemagne de l'Est. Donc, disons qu'il n'a rien fait, c'est le moins qu'on puisse dire, pour empêcher la déstabilisation et la chute de M. Honecker. Mais alors, est-ce que, du point de vue soviétique en tout cas, est-ce que M. Gorbatchev ne prend pas trop de risques? Parce qu'il laisse toutes ces démocraties populaires aller vers les réformes, mais au fond, elles ont servi, ces démocraties populaires, de bouclier à l'URSS. J'ai l'impression que M. Gorbatchev aimerait bien changer l'ancien système, le système des pays satellites, dans lequel Moscou donnait directement ses ordres aux responsables des différents pays satellites, qu'il aimerait bien changer ça par une alliance un petit peu plus souple, tout en gardant tout de même quelques rênes, quelques points de contrôle. Seulement voilà, l'ennui, c'est que l'alliance militaire, par exemple le pacte de Varsovie, n'est pas du tout conçu sur le système souple. Au contraire, c'est quelque chose de très rigide où les généraux, les états-majors soviétiques donnent directement leurs ordres aux généraux est-allemands, tchèques, hongrois, etc. De même d'ailleurs que l'alliance économique, le Comecon, dans lequel Moscou dispose assez librement de la capacité de production des pays d'Europe centrale. Donc on se demande comment ces systèmes militaires, économiques, qui sont rigides, qui sont intégrés, pourraient tenir dans une alliance politiquement plus souple où les gens pourraient tout de même un petit peu tirer à U et à Dia, et j'avoue qu'on ne voit pas très bien comment ça va marcher. Merci Georges Bortoli. Indemniser et reconstruire la Guadeloupe. Ce matin, le Conseil des ministres français a été presque entièrement consacré aux ravages provoqués par l'ouragan Hugo sur le département. Rappelez-vous, c'était il y a un mois tout juste. Hugo avait fait 16 morts, 50 000 sans-abri et des milliards de dégâts. D'où toute une série de mesures décidées par le gouvernement. Henri Elie. À 7000 km de la métropole, les dégâts furent si importants, on avance même le chiffre de 4 milliards de francs, que le gouvernement a donc décidé de rétablir au plus vite le fonctionnement de la vie collective par des mesures d'urgence. 1. Indemnisation, entre autres, à l'agriculture et à la pêche côtière. 2. Plan de reconstruction de l'île par la création d'un fonds interministériel particulier. Nous sommes allés selon des procédures exceptionnelles, avec une rapidité qui va permettre de réduire les délais, de simplifier les procédures, de, comme le disait le chef de l'État, bousculer bien des habitudes et des pesanteurs. Ces mesures ne semblent pas satisfaire tout le monde. Ainsi, l'un des élus de ce département d'outre-mer les juge inacceptables parce qu'insuffisantes et mal réparties. Le gouvernement nous surprend. Moi, je considère que où nous sommes des Français à part entière, nous sommes victimes d'une loi de 1982 votée par un gouvernement de gauche qui, dans son article 6, nous exclut du bénéfice des calamités naturelles. Où nous ne sommes pas Français, alors on doit nous appliquer la procédure du tiers-monde, qui est une procédure prise en compte à 100% par le gouvernement français.
En fait, c'est vers la mi-décembre que l'on pourra établir un premier bilan. Les 1000 logements sociaux promis seront-ils réalisés et connaîtra-t-on la reprise ou non de l'activité principale de l'île, le tourisme? L'Europe qui se fait, c'est aussi l'Europe sociale, et pour bien le prouver, les syndicats des 12 pays ont manifesté à Bruxelles. C'était tout à l'heure. Ils étaient nombreux, fort nombreux, puisqu'ils étaient au moins 15 000 militants. Le syndicalisme européen voulait montrer sa force. On reste dans l'actualité sociale avec l'affaire Peugeot. De nouveau au point mort, les grévistes continuent leur grève, la direction refuse de nouvelles négociations. Et puis ensuite, Louis Carzou, après Peugeot, détaillera d'autres sujets importants de ce mercredi. Le conflit Peugeot de nouveau dans l'impasse. Les ouvriers de Mulhouse et Sochaux ont voté aujourd'hui la poursuite de la grève, tandis que les syndicats réclamaient la réouverture des négociations sur les hausses salariales, jugées insuffisantes. Pour sa part, la direction de Peugeot a précisé qu'il n'y aurait pas d'autre discussion, quelle que soit la situation dans les usines. Marc Randel interpellé ce matin à Cagnes-sur-Mer, 4 jours après son évasion de la prison des Baumettes. Cette arrestation a permis aux policiers d'élucider les circonstances de sa cavale. Le gangster de 28 ans s'était caché dans un fût servant à l'évacuation des eaux grasses, en clair, les déchets des cuisines. Décollage réussi pour la navette Atlantis cet après-midi à Cap Canaveral. Cette mission avait subi 2 reports dus à une panne d'ordinateur il y a une semaine, puis aux conditions météo hier. Atlantis emporte à son bord la sonde Galileo, chargée de rejoindre Jupiter. Remontée à la bourse de Paris aujourd'hui où l'indice CAC 40 a gagné 1,24%. Le palais Brognard était encouragé par la bonne tenue de Wall Street où le Dow Jones affichait une hausse de plus de 5 points. Légère baisse en revanche du dollar à 6,27 francs 70, une baisse confirmée sur l'ensemble des marchés financiers. La drogue maintenant, on n'a pas fini d'en parler. Chaque jour, on mesure à quel point ce problème est planétaire, combien il est enraciné profondément dans certains pays. Voici l'exemple proposé par ce reportage en Bolivie. L'ampleur du phénomène y est telle que personne dans ce pays n'échappe de près ou de loin à sa consommation et à son trafic, jusqu'aux enfants. Eux aussi deviennent des consommateurs et des trafiquants. Dan Loustalo, reportage. Dans cette maison de rééducation de Cochabamba, il y a ceux qui la fumaient, il y a ceux qui la fabriquaient, la pasta, la pâte base, le précurseur de la cocaïne. Malgré la prohibition, n'importe qui peut en fabriquer à n'importe quel âge, presque un jeu d'enfant. À quel âge as-tu commencé à piétiner les feuilles de coca? Quand j'avais 15 ans. Il y a un an, j'ai commencé à piétiner les feuilles de coca. C'est toi qui faisais la pâte? Oui. Comment on s'y prend? On piétine les feuilles avec de l'eau et de l'acide. Ensuite, on ajoute du kérosène, on mélange et on filtre avec un linge. Quand tu fabriquais la pâte, à qui la vendais-tu? Je la vendais aux trafiquants. Combien te payait-il? 500 $ le kilo. Ils te payaient toujours en dollars? Oui. Ils venaient en avion, ces trafiquants? Oui. D'où venaient-ils? D'Argentine. D'Argentine? Ce n'était pas de Colombie qu'ils venaient? Oui, ils venaient de partout. En avion? Oui, tous les jours. Tous les jours? Oui. Dans la longue chaîne de la coca, il y a des enfants. Ils ramassent les feuilles, ils les piétinent, ils les transportent. Des centaines de fourmis souvent payées en pâte. Une pâte vendue à la sauvette sur la place de Cochabamba. ¿Cuánto? 5 pesos, ¿viste? Ya, a ver, dime. ¿La televisión? ¿Aquí la televisión? ¿Qué está la televisión? Ok, está, mira, mira, está. Apáguelo. No hay problema, nada, apáguelo. No, le estoy diciendo, apáguelo. Apáguelo. Ni la cara, ¿no? Apáguelo. No, no. ¿Es rico? ¿Es rico? A ver.
Et ce soir, vers 22h15, l'émission Résistance, présentée par Noël Mamère, sera consacrée au problème de la drogue, avec la totalité du reportage de Dan Loustalot, dont vous venez de voir un extrait, et puis d'autres reportages en Colombie et en Espagne, notamment. Le football, deux bons résultats cet après-midi pour deux équipes françaises qui étaient engagées en Coupe d'Europe. D'abord Auxerre qui a écrasé sur son terrain les Finlandais de Rovaniemi, 5-0. Et puis d'autre part, l'équipe de Sochaux est allée faire un excellent match nul 0-0 en Italie, sur le terrain de la Fiorentina. Pour chacune des deux équipes, un bon espoir de qualification. Jean Mamère. Festival de but auxerrois en Finlande. Dès la deuxième minute, centre de Vairua et reprise de volée de Otto Coré. Un geste technique superbe, le gardien Wickman ne peut rien. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, Auxerre expédie les affaires courantes avec un but d'Enzo Sifo à en faire frémir les poteaux. Sifo recommence 5 minutes plus tard, même tactique pour le même résultat, 3-0. Le sort en est jeté, mais pour éviter toute mauvaise surprise au match retour, Guerrero tout d'abord avec ce petit tir lobé, puis Cocard à la dernière minute de la rencontre porte le score à 5-0. Auxerre est pratiquement qualifié avant le match retour. Bonne affaire pour Sochaux sur le terrain de Florence, même si cela n'a pas toujours été facile, surtout pour le gardien Rousset, pourtant très bon en plusieurs occasions, et notamment sur ce tir de Dunga. Bon aussi à 5 minutes de la fin, lorsque tous les joueurs de la Fiorentina montés en attaque ont à 2 reprises l'occasion de marquer, mais Rousset une nouvelle fois est l'homme de la situation. Sochaux, qui pourtant a inscrit un but par Udjani, refusé sans vraie raison. 0-0 score final, ce sera dur au match retour pour Sochaux, mais tout reste possible. En ce moment même, Paris Saint-Germain termine son match contre la Juventus de Turin, c'est au Parc des Princes, il s'agit toujours d'une coupe européenne. Pour l'instant, les deux équipes sont à 0-0, je crois qu'il reste à peu près un quart d'heure à jouer. Alors si le score ne change pas, bien sûr, ce sera dur, car au retour, PSG devra jouer à Turin. Plus question de fumer le calumet de la paix à Salerne, dans le Var. Le maire de la ville chasse les Indiens de son territoire. Cheval Debout et ses amis vivent dans les bois de Salerne depuis 15 ans, exactement comme les Indiens Cheyennes d'Amérique du Nord. Mais il paraît que le calumet de la paix, justement, pourrait provoquer des feux de forêt. Deux de nos plus fins pisteurs, Vincent Guérard et Philippe Dumail, sont partis sur le sentier de la guerre. Reportage. Frère Soleil couché, Cheval Debout rentre au tipi. Alors comment ça va Minou maintenant? Tout va bien? Cheval Debout lit journal, lui Cheyenne moderne. Ces valeureux guerriers, pas aussi nombreux que brin d'herbe dans la prairie, 12 seulement, squaws et papous compris. 180 lunes en paix, 15 années en langage visage pâle. Mais aujourd'hui, Cheval Debout et ses braves préparent la guerre. C'est vraiment qu'il y a déterré la hache de guerre, entre guillemets, comme on dit. Moi, ça m'embête profondément d'avoir des ennuis avec les autorités. Ennui venir de là, le feu, et feu faire bondir Grand Manitou, visage pâle. Si demain, par exemple, il y avait un feu comme il y a eu dernièrement sur Tortoue, il y a 3 ou 4 ans, s'il venait à brûler, vous seriez là aujourd'hui pour m'accuser d'avoir fait habiter des gens dans la forêt. Alors, je suis responsable en tant que maire de la sécurité. Aujourd'hui, avec les proportions que ça prend, il faut qu'il s'en aille. Mais ancien, sceptique sur attitude Grand Manitou. Il y a 15 ans qu'ils sont là, c'est maintenant qu'ils s'aperçoivent qu'ils gênent. Oui, moi je ne pas du tout. Cheval Debout affirme envoyer valeureux guerriers tous les jours pour débroussaillage et jamais terrain de chasse autour tribu laissé à l'abandon. En plus, Cheval Debout attire touristes avec poterie typique, mais Grand Manitou bien décidé à envoyer cavalerie. On trouve tellement de CRS et autres contre les grévistes, on en trouvera quelques-uns pour faire partir les Indiens quand même, à moins qu'ils aient peur des flèches. Je ne voudrais pas qu'il y ait une compagnie de CRS qui arrive ici et nous déménage de force. Parce que moi aussi, bon, bah, je suis tout à fait pacifique, mais pas tout à fait non violent. Cheval Debout a parlé. Mais envisage quand même rejoindre autre terrain de chasse éternel. Cheval Debout dire « Indien vaut mieux que 2, tu l'auras ». Et vous conviendrez avec moi que notre envoyé spécial, le visage pâle Vincent Guérard, n'est pas un pâle reporter. Voilà. Les pronostics de Pierrette Bresse maintenant, car il y a un tiercé et quarté aussi demain sur l'hippodrome d'Anguin. Pierrette vous propose de jouer le 14, le 11, le 9, le 5, le 4, le 15, le 3 et le 13. La météo, c'est tout de suite avec Laurent Cabrol qui vous annonce un changement de temps assez brutal et assez fort. N'oubliez pas les rendez-vous de la soirée, c'est-à-dire Résistance, dont on a parlé il y a quelques minutes, sur la drogue à 22h15. Et puis le dernier journal, ce sera Henri Sagnier vers 23h40. Bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.